Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je suis un peu triste de voir qu'il y a autant de gens qui n'ont rien d'autre à faire de leur soirée que d'écouter des conférences, mais enfin bon, soit. Ok. On s'étonnera que l'industrie brassicole périclite avec des gens comme ça, mais enfin bon, il n'y a plus de jeunesse, tout le monde le sait. Moi je suis vieux, je ne peux plus boire, donc... Tu fais Alors, des conférences. je fais des conférences. On s'amuse comme on peut, et c'est tout ce qui me reste, donc merci de me le laisser. Alors voilà, je vais essayer de vous parler un petit peu de la loi pénitentiaire belge, donc qu'on appelle la loi de principe. Mais effectivement pas d'un point de vue juridique, parce que je fus juriste dans une vie antérieure, mais ça fait très longtemps que je suis considéré comme un renégat. Et donc, je vais plutôt vous parler d'un travail que je fais dans le cadre d'une thèse, mais bon, voilà. On va commencer par un premier élément, c'est déjà essayer de voilà, poser quelque part le contexte. Hein, la prison, c'est quoi le problème de la prison? Alors, c'est quoi les problèmes de la prison? C'est quoi quelques-uns des problèmes de la prison? Sans doute qu'aujourd'hui, celui dont on parle le plus, c'est un problème de population. Hein. Donc, avec une population qui est en croissance au moins depuis le milieu des années 90 euh, et qui a encore cru de manière vraiment spectaculaire cette dernière année. C'est une capacité d'accueil en croissance, mais un maintien de la surpopulation. Donc en fait, on a une augmentation de la population carcérale et en même temps une augmentation des capacités d'accueil. Et évidemment, comme toujours, ça ne règle absolument rien, puisque la solution à la surpopulation n'a jamais été la construction de nouveaux établissements. On est dans un contexte aussi où on a développé énormément d'alternatives, enfin tout ce qui est appelé des alternatives, vous remarquerez les guillemets, à la prison, qui ne sont absolument pas des alternatives. Donc aucune des solutions qui a été tentée jusqu'à présent n'a eu d'effet alternatif. Donc, on peut parler d'abord de la surveillance électronique comme modalité de libération conditionnelle, puis comme peine autonome, la peine de travail, la peine de probation, enfin en gros un peu tout. Il y a un arsenal de peines maintenant très diversifié et ça n'a absolument eu aucun effet sur la population carcérale. Les quelques tentatives réductionnistes, enfin les quelques, il m'en vient une en tout cas, qui était la loi de 1990 sur la détention préventive, qui était censée faire diminuer drastiquement le recours à la détention préventive, est un échec complet, puisqu'aujourd'hui on a 35% de la population carcérale qui est faite de prévenus, donc de gens qui ne sont pas condamnés. Mais bon, la prison, c'est encore autre chose. C'est d'abord un coût énorme, un coût financier, excusez-moi, déjà énorme. Ne parlons pas du coût humain, bien sûr, mais c'est aussi un échec complet de l'ensemble des objectifs de la prison, c'est-à-dire qu'on peut considérer que la prison n'a en gros jamais rempli aucune des fonctions qu'elle se donnait ou qu'on lui donnait. C'est aussi des tensions syndicales, hein, c'est quand même quelque chose qui fait pas mal l'actualité par moment, c'est-à-dire des grèves avec un service obligatoire, mais est-ce qu'il est suffisant, enfin, etc. Avec aussi une dégradation très forte des conditions de détention au moment où il y a des grèves. C'est aussi de très nombreuses condamnations de la Belgique, notamment par la Cour européenne des droits de l'homme, et des rapports accablants par une série d'instances internationales, ONG, etc. Euh, Sans grand effet, il faut être clair. Et c'est aussi en fait une absence de vision sur la prison, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de projet avec la prison, même si la loi de principe est liée à ça, et donc on va voir un petit peu comment elle s'inscrit dans ce cadre-là. Alors ce dont je vais vous parler ici, juste pour vous expliquer un petit peu d'où je parle, hein, ça prend place dans le cadre d'un projet de thèse que je réalise actuellement. Donc c'est une thèse sur article en sociologie, parce que j'étais docteur en droit, mais c'est pas très pratique quand on ne fait plus de droit. Et donc je fais une thèse en sociaux, voilà. Puis chacun ses merdes. On s'occupe comme on peut. Et en gros, le travail consiste en une analyse des travaux préparatoires de la loi pénitentiaire de 2005. Donc c'est en fait environ 1250 pages de travaux préparatoires, avec un gros travail d'une commission, dite commission Dupont, qui a préparé un avant-projet, et puis des débats assez étendus. Et donc, moi, je fais de l'analyse de discours en utilisant un logiciel qui s'appelle NVivo. Voilà, je vous le mentionne parce que ça fait bien de le dire, mais bon, personne ne connaît NVivo. Quelqu'un connaît NVivo? Voilà. Toi, ne... Ah, voilà, voilà. Il connaît parce que je viens de parler. Donc, ça donne une idée, effectivement. Mais donc, c'est juste un logiciel d'aide à l'analyse de texte. Quand on a des corpus volumineux, c'est compliqué à gérer, ça aide, quoi. Voilà.
Et la question que je me pose dans ce cadre-là, c'est finalement quels sont les nouveaux registres de légitimation de la prison? Comment est-ce qu'on justifie la prison aujourd'hui? Comment on peut, au début du 21e siècle, alors que la prison est en échec depuis toujours, comment on peut continuer de soutenir qu'elle a une pertinence, en fait, qu'il faut la maintenir? L'hypothèse, c'est l'hypothèse d'une légitimation paradoxale par l'ouverture et la mobilité, on y reviendra, avec un cadre théorique qui est en fait un bouquin que j'ai écrit avec un sociologue des mobilités qui s'appelle La société sans répit et qui en fait traite de notre rapport contemporain à la mobilité en interrogeant la mobilité comme une obligation sociale aujourd'hui. Une des idées de base aussi, c'est qu'on on peut comprendre la prison sous l'angle de l'espace-temps, puisque c'est ça, hein, la question de la mobilité, la question de l'ouverture, c'est des questions d'espace et de temps, que si on s'intéresse aux espaces matériels et aux espaces non matériels de la prison. L'idée, c'est que, en fait, les espaces que nous côtoyons ne sont pas seulement des espaces physiques comme celui dans lequel on se tient aujourd'hui, mais ce sont aussi des espaces, par exemple, sociaux, imaginaires, juridiques, etc. Et que quand on dit « je me sens très proche de Cédric », par exemple, c'est pas juste parce que je suis à côté, c'est parce que je trouve qu'il est quand même sympa sous ses airs de grosse brute. Et ça peut être parce qu'on partage des choses ou que je suis éloigné de lui sur d'autres thèmes, etc. Les espaces, c'est aussi faire partie de groupes sociaux, hein. On est inclus, on est exclu. Ces questions-là sont des questions, c'est pas par hasard qu'on les décrit en recourant à un vocabulaire qui relève du vocabulaire de la distance, de la mise en relation, de la circulation, de la mobilité, etc. C'est parce qu'en fait, on pense avec ce qu'on a, et comme on est né dans un espace physique et qu'on se repère en grande partie par rapport à cet espace physique, eh bien on organise notre monde, y compris notre monde imaginaire, idéal, etc., en utilisant ces catégories-là. Mais comme on utilise ces catégories pour penser plein de choses différentes, assez logiquement, quand notre rapport à l'espace et au temps se modifie, il se modifie par rapport à tous les espaces. On y reviendra, mais donc la prison, pour moi, l'espace carcéral, il n'est pas seulement fait des murs, des cellules, des couloirs, etc., du mur d'enceinte. Il est aussi fait d'un espace juridique dans lequel sont enfermés les détenus. La qualification de condamné modifie votre position dans le droit, vous rend inaccessible certaines choses, vous rend malheureusement accessible d'autres choses. Il y a aussi la question des espaces sociaux. Quand vous êtes en prison, vous n'êtes pas seulement entre quatre murs, vous êtes aussi coupé dans vos relations sociales de l'extérieur, et pas uniquement parce qu'il y a des murs, mais aussi parce que vous ne pouvez pas utiliser de dispositifs électroniques, parce que vous devez demander des autorisations pour avoir des visites, parce que, pour toutes ces raisons-là. Donc, c'est ça que j'essaye de penser en même temps, si vous voulez. Et je fais le pari, en tout cas, qu'il y a une cohérence, et que si on veut comprendre l'esprit qui sous-tend la loi de principe, là, on a intérêt à s'intéresser à toutes ces couches d'espace qui se superposent. Okay, voilà, hein, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est là-dessus que j'essaye de travailler. Alors, on va commencer simplement en rappelant un peu ce que c'est la loi de principe, hein. Au moins pour toutes celles, j'allais dire tous ceux et toutes celles, mais il y a beaucoup de toutes celles et non pas beaucoup de toutes ceux, donc je parlerai au féminin. Pour toutes celles qui n'ont pas regardé la vidéo d'Olivia. Alors, c'est quoi cette loi de principe? Elle vient d'où? D'abord, elle vient d'un projet au milieu des années 90 de faire entrer le droit en prison. L'idée, c'est de rompre avec une longue tradition de régulation de la prison par des directives que plus personne ne connaît, qui ne sont pas claires, qui ne sont pas compilées, donc on ne sait plus très bien comment les appliquer. Enfin voilà, c'est très très compliqué. On a une prison qui est largement réglée par des régimes de faveur, des tolérances et de l'arbitraire en fait. Donc le projet initial, c'est de dire il faut réguler tout ça. Il faut faire rentrer le droit en prison. Et dans ce cadre-là, en deux étapes, mais on passe, est créée une commission Dupont, du nom de Lieven Dupont, professeur à la KUL, qui en est le président. Et donc c'est une commission d'experts qui est chargée de préparer un avant-projet. Et eux, en se saisissant du projet, étendent leur mandat quelque part et se disent, ben, en fait, on ne peut pas faire rentrer le droit en prison si on ne définit pas ce que c'est la prison. Et de là naît l'idée de faire une loi de principe qui n'est pas seulement une loi de régulation juridique de la prison, mais aussi de définition de ce que c'est la prison. Et en gros, l'ambition, c'est de régler la vie en prison dans tous ses aspects.
Donc ça ne concerne pas l'extérieur, donc par exemple le fait de purger une peine à l'extérieur des murs n'est pas concerné par la loi, mais donc, je mets quelques exemples, hein, c'est les droits fondamentaux des détenus, les procédures disciplinaires, les régimes de vie, visites, communication avec l'extérieur, travail et rémunération, plan de détention, formation, loisirs, aide sociale, le contrôle des établissements. Donc en gros, c'est vraiment une loi qui est très ambitieuse, c'est une grosse ambition, mais l'idée c'est de régler l'ensemble des aspects de la vie en prison. Il faut quand même mentionner que l'entrée en vigueur est très laborieuse, puisque l'adoption a lieu en 2005, après quand même une dizaine d'années de travaux, hein. C'est quand même pas mal, et 2 législatures, donc ça montre aussi qu'il y a une volonté d'aller jusqu'au bout du projet, ça c'est quand même assez remarquable, parce qu'on a une longue tradition de projets de réforme enterrés, hein. On peut penser à un projet de réforme du code pénal, par exemple, qui a été enterré dans la plus grande discrétion, ou d'une révision du code d'instruction criminelle qui a subi le même sort. Mais donc, ici, l'entrée en vigueur se termine je crois que le dernier arrêté d'exécution, c'est 2022, je crois. Donc, il faut quand même plus de 15 ans pour que la loi entre en vigueur. Soit elle est entrée en vigueur, ce qui ne veut pas dire qu'elle est appliquée, mais ça, c'est une autre question, puisque vous l'aurez compris, moi, je ne m'intéresse pas à la pratique de cette loi, mais je m'intéresse à la manière dont cette loi a pensé la prison. En fait, pourquoi est-ce que je fais ça? C'est parce qu'en fait, quelque part, si vous voulez comprendre comment on légitime la prison aujourd'hui, vous avez le choix. Soit de vous collecter énormément de documents de toutes origines pour comprendre comment on parle de la prison, soit vous avez la chance d'avoir sous la main 1300 pages presque de discussions sur la prison, avec des intervenants venant de partout. C'est-à-dire il y a des scientifiques, il y a des politiques, il y a des gens de l'administration pénitentiaire, il y a des gens des ONG, etc. etc. Donc c'est très très large, et ça permet d'avoir une sorte de panorama sur ce qui se dit en public de la prison, et ce qui se dit quand on réfléchit à ce que la prison devrait être. Donc c'est ça qui m'intéresse. Les options de la commission Dupont, ce sur quoi elle s'engage, c'est d'abord sur une vision de la prison comme une institution totale, ce qui est un problème. C'est-à-dire que la commission Dupont part de l'idée la prison est une institution totale, et c'est problématique, et il faut rompre avec ça. Et c'est une prison qui fonctionne tellement mal, qui est surpeuplée, qui est non régulée, etc., qui fonctionne tellement mal qu'on ne peut pas concevoir un projet carcéral dans ce cadre-là. En gros, on est tout le temps en train de gérer l'urgence ou de gérer des situations qui sont indéfinies, soumises à l'arbitraire, etc. Donc on ne peut pas imaginer la mise en place d'un vrai projet pour la prison. Les principes que se donne la commission Dupont, c'est la normalisation. Donc essayer de faire en sorte que la vie en prison soit la plus normale possible, le respect des détenus et leur responsabilisation, et la participation. Alors, au fil des travaux parlementaires, l'énumération des principes de base est variable, mais en gros, ça c'est le cœur du projet. C'est en gros les principes qu'il se donne au moment de travailler. Et ce qui est intéressant, c'est que malgré le fait qu'il y ait beaucoup d'intervenants différents, je pense que j'ai à peu près identifié 80 intervenants tout au long du processus, il y a très très peu d'opposition entre les personnes qui ont participé au processus législatif. Donc l'ensemble est très cohérent. Il y a vraiment que Bart Laarmans du Vlaams Blok à l'époque qui se démarque vraiment. Mais sinon, tous les autres, bon, on ne va pas dire qu'ils ont tous exactement la même ligne, mais en tout cas, ils sont quand même largement d'accord sur l'essentiel du projet carcéral qu'ils veulent valider dans le cadre de la loi. Et ça, c'est quand même assez intéressant, parce que ça donne à penser que le discours qui se tient là est un discours très consensuel. On peut faire l'hypothèse, en tout cas, que ce discours tel qu'il se présente là est considéré aujourd'hui comme très acceptable. Et ça, c'est intéressant, parce que moi, ma question n'est évidemment pas de savoir s'il est vraiment acceptable. Ça, je m'en fiche, la question n'est pas là. La question, elle est de savoir ce qui, aujourd'hui, permet de soutenir que la prison doit être maintenue, voire doit être développée. Alors, le premier axe que je voudrais mettre en avant, c'est l'idée d'un projet qui se place dans la perspective d'une fin des ruptures. C'est quoi la prison classique? Si on doit définir la prison classique, en tout cas du point de vue qui est le mien, hein, donc un point de vue spatio-temporel avant tout, c'est l'idée d'une prison qui est en rupture avec le monde qui l'entoure.
C'est en gros un peu le projet carcéral au départ. C'est créer, puisqu'on ne va plus exiler les gens, on ne va plus les envoyer à l'extérieur, mais on va créer une hétérotopie, donc un lieu autre, à l'intérieur même de notre territoire, pour y mettre des gens et les éloigner de nous. C'est en gros un éloignement à l'intérieur. Et donc c'est l'idée d'un point de vue spatial d'une prison qui est retranchée de l'espace social. Et ça c'est évidemment le mur d'enceinte, puis tout ce qui va accompagner le mur d'enceinte, le mur d'enceinte, les barbelés, le glacis, les fossés, enfin, on peut imaginer, il y a toute une série de dispositifs. Mais donc ça c'est le fait de retrancher la prison, mais c'est aussi une prison cloisonnée en interne. Et ça c'est très important, parce que la prison qui va s'organiser au cours du 19e siècle, donc c'est progressif, parce qu'au départ, quand on instaure la prison, on met un peu les gens là où on a de la place, et comme ça ne se passe pas bien, on se dit c'est que le lieu n'est pas adapté, et on commence à concevoir des lieux spécifiques, voire des lieux en fait très spécifiques. Et une des caractéristiques principales de la prison qui date du 19e siècle, mais qui ne nous a pas quittés en fait, c'est l'idée du décloisonnement intérieur. Donc c'est non seulement la différenciation entre les zones administratives, techniques, la zone de détention, etc., mais même au sein de cette zone de détention, c'est des quartiers, et au sein de ces quartiers, c'est des cellules, etc. Et alors on sait que la prison classique au 19e siècle, en tout cas en Belgique, se fonde sur un modèle d'isolement très fort, où vraiment une des ambitions fondamentales de la prison d'un point de vue spatial, c'est d'isoler les détenus. Alors il s'agit évidemment de les isoler les uns des autres, de les isoler de l'extérieur, et donc de les empêcher à la fois d'avoir des contacts avec l'extérieur, mais aussi des contacts entre eux. Il n'est pas question qu'ils fassent société, quelque part. L'idée, c'est de les ramener à une condition d'individu pour qu'ils réfléchissent à leurs gestes et qu'ils s'amendent et qu'ils reviennent meilleurs dans la société. Je ne vous dis pas comme ça a bien marché. Évidemment, on a derrière ça toute une série d'imaginaires, dont on pourra discuter si vous voulez, mais il y a un imaginaire très monastique derrière ça, le retranchement dans sa cellule pour se confronter à Dieu et à ses péchés. Bon voilà, sauf que là, ça ne marche pas des masses. Je ne sais pas si ça marchait dans un milieu monastique, je ne travaille pas sur la question, mais bon, ça vaudrait peut-être la peine de poser la question. Alors, d'un point de vue spatial, c'est ça. C'est une prison qui est retranchée et cloisonnée. Et d'un point de vue du temps, c'est quoi le temps carcéral ? Le temps carcéral, c'est d'abord des césures claires. C'est-à-dire qu'il y a un moment de l'incarcération, il y a une durée de l'incarcération qui est prédéterminée et non variable, et puis il y a un moment brutal de libération. Et c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, on n'est pas dans la progressivité. Un jour, vous rentrez en tôle, un jour, vous sortez de tôle, vous avez fait vos 10 ans au jour près, et c'est comme ça que ça marche. Après, tout ça va s'assouplir, mais la prison classique, c'est ce modèle-là, en fait. Donc c'est un temps extrêmement brutal. Ce n'est pas du tout un temps des transitions négociées, des adaptations, des préparations à la sortie, etc. On n'est pas du tout là-dedans. De la même manière que le temps interne à la prison est un temps, ici j'ai dit métronomique, je ne sais pas très bien comment le dire, c'est en gros un temps d'escansion clair. Donc il y a un moment où on se lève, il y a un moment du repas, c'est la même heure tous les jours, il y a le moment de la promenade, il y a le moment de la chapelle, il y a le moment de... Enfin, etc., etc. Et tout ça est extrêmement régulé. Il est totalement collectif. Il n'y a aucune adaptation des horaires aux individus. Et ça, c'est aussi un élément très important, c'est un temps perdu. En fait, la peine de prison, c'est une privation de mouvement, donc quelque part une restriction de l'espace, mais il ne faut pas oublier que c'est aussi une privation temporelle. C'est un retranchement de votre vie, d'une durée, pendant laquelle vous ne pourrez rien faire. En tout cas, vous ne pourrez pas réaliser des projets qui vous seraient propres. En gros, on va effectivement développer progressivement l'idée qu'il y a des intervenants en prison. Alors les premiers, évidemment, ce sont des confesseurs, des prêtres, etc. Mais progressivement, ça va se diversifier. Mais la prison classique, elle est parfaite, la peine de prison classique, elle est parfaite par la simple privation de temps. Il ne doit rien se passer, en fait. On vous met entre quatre murs et la punition, c'est d'attendre entre quatre murs. C'est quelque part ça. En tout cas, c'est... Voilà, le modèle dans toute sa radicalité. Alors, comme tous les modèles, il ne va pas être appliqué comme ça. Mais ça, je vais dire, puisque ma question n'est pas la question des pratiques, je m'en fiche un peu. C'est-à-dire, la question n'est pas de savoir si on a réussi à faire ça. Or, on sait bien qu'on n'a pas réussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se sont évadés, il y a des gens qui ont quand même réussi à communiquer à l'intérieur de la prison, etc., etc. Il y a des gens qui ont fini par réussir à rentrer en prison pour visiter des gens, etc. Mais l'esprit de la prison initiale, c'est ça. Et c'est contre ce modèle-là que s'inscrit la commission Dupont et puis tout le projet qui va suivre.
Alors c'est quoi en fait ces espaces qui sont imaginés, je n'ai pas dit qu'ils sont créés, mais qui sont imaginés dans le cadre de la loi de principe. Alors le premier élément, c'est déjà l'élément d'une prison qui est débordée par le carcéral. Alors là, on va faire une distinction entre deux choses, parce qu'avant, carcéral, le français est un peu particulier, parce qu'il n'y a pas, si vous dites prisonnier, ce n'est pas l'adjectif de prison, hein, donc on utilise carcéral. Mais ici, on va distinguer les deux. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est un petit peu embêté, parce que pendant longtemps, la prison et le carcéral, c'était la même chose. Quand vous étiez dans les murs, vous étiez en prison. Dès que vous sortiez, vous ne purgiez plus votre peine. Vous étiez évadé, vous ne purgiez pas votre peine. Vous étiez libéré, vous ne purgiez pas votre peine. Mais il n'y a pas d'autre raison de sortir. Or, maintenant, énormément de gens purgent une peine de prison à l'extérieur. Les détenus en conditionnel sous bracelet électronique, les gens qui sont en congé prolongé, etc. Il y a toute une série de modalités d'exécution de la peine en dehors des murs. Et le projet lui-même, la commission elle-même, dit la prison, en tant qu'établissement, n'est plus le lieu exclusif d'exécution de la peine de prison. Donc là, on est donc, quand je dis peine de prison, justement, c'est ça le problème, ça n'est plus une peine de prison, c'est une peine de privation de liberté, voire une peine de restriction de liberté, faudrait-il sans doute mieux dire. Et donc il n'y a plus de coïncidence entre la prison et ce que, faute de mieux, j'appelle le carcéral, enfin j'appelle avec d'autres chercheurs et chercheuses qui travaillent sur les questions de géographie carcérale. Le carcéral, alors, c'est quelque chose de beaucoup plus large, dans lequel on peut tout à fait englober des choses comme la peine de surveillance électronique autonome, qui n'est pas une manière de purger une peine de prison, puisqu'elle est autonome. Donc on peut être condamné à une surveillance électronique, qui n'est pas une modalité d'exécution de la peine privative de liberté, alors que la libération conditionnelle sous bracelet électronique est une modalité d'exécution de la peine privative de liberté. Donc voilà, je suis désolé, c'est un peu technique, mais donc là, l'idée, le premier élément, c'est quand même qu'on est face à un espace qui, de manière totalement assumée et déclarée, est dépassé par le carcéral. Le carcéral déborde largement de la prison. Et je vous renvoie, si ça vous intéresse, aux travaux de Ben Crew sur les expériences de la prison et sur son concept d'extension de la prison, qui est cette idée que maintenant la prison s'étend largement au-delà des murs. Mais ce n'est pas la seule question. Parce que moi, enfin, ici, je suis globalement le fil de cet article-ci. Si certaines sont intéressés, je peux en fournir le fichier. C'est un truc qui est paru cette année sur les spatialités du droit. Et donc voilà, une bonne partie de ce que je vais dire aujourd'hui est là-dedans. Un premier élément déjà, c'est que moi je m'intéresse ici à l'espace que j'appelle alors pénitentiaire, qui est vraiment l'espace de la prison, qui n'est pas le carcéral, mais qui est l'établissement pénitentiaire. Et là, même cet espace-là, il a profondément changé quand on lit, en tout cas dans les vœux de la commission et puis du législateur, il a profondément changé. D'abord, il y a un premier élément important qui est l'idée de l'identité des espaces. Le concept de normalisation veut qu'un des objectifs, ça soit de rendre la vie en prison aussi normale que possible. Ça a pour conséquence que ce qu'on cherche à faire, c'est à gommer les différences entre les espaces pénitentiaires et les espaces non pénitentiaires. Alors, espace pénitentiaire au sens physique, alors là on peut en douter, hein, bien sûr, même si dans des établissements modernes, on peut imaginer une prison pavillonnaire, c'est chouette l'habitat pavillonnaire, non? C'est sympa. On peut imaginer effectivement des décors qui soient moins carcéraux aujourd'hui qu'autrefois, notamment grâce ou à cause des dispositifs de surveillance électronique, qu'il faut qu'on n'est plus obligé d'avoir des énormes couloirs avec des coursives, etc. Et un gars au milieu qui regarde, parce qu'il suffit de mettre quelques caméras judicieusement placées, on peut faire des recoins, tout ce qu'on veut. Donc voilà. Mais aussi l'identité des espaces, c'est par exemple l'identité des espaces juridiques. Aujourd'hui, proclame en tout cas le législateur, le détenu est un citoyen comme les autres. Il n'est privé d'aucun autre droit que de celui d'aller et venir et de quelques droits qui en dépendraient intimement. Donc,
Par exemple, il ne peut pas avoir un téléphone portable parce que pour des raisons de sécurité, enfin, etc. Mais donc l'idée de cette identité des espaces, c'est l'identité que les détenus ne sont plus censés être retranchés du monde des vivants, quelque part. Hein, parce que c'était aussi une forme de mort sociale, en tout cas d'isolement complet, la prison. Or ici, on nous dit l'inverse. Les individus doivent rester inscrits dans leur tissu social, ils doivent garder des contacts avec leur famille, des contacts avec le monde extérieur, avoir accès à de l'information, etc. Alors qu'autrefois, on disait qu'il fallait au contraire les couper de tout contact, puisque le milieu dont ils étaient issus était criminogène. Si on voulait les soigner, il fallait qu'il n'y ait plus de contact avec le milieu peu recommandable d'où ils étaient issus. Donc, on a une identité des espaces, des contacts par-delà les murs, aussi une grande attention qui est portée à l'accessibilité des ressources, dans tous les sens du terme. Donc c'est à la fois la cantine et les produits qui y sont disponibles, mais c'est aussi l'accessibilité des soins, l'accessibilité de l'information, etc., etc. Il est même évoqué à certains moments la possibilité pour un détenu de continuer une activité professionnelle en prison, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il soit privé de cette activité sociale-là. Je vous laisse imaginer ce que peut être un travail en prison qui ne nécessite ni de sortir de la prison de sa cellule, ni d'avoir un ordinateur, ni d'avoir un téléphone. Voilà. Donc toutes les professions qui ne répondent pas à ces critères-là restent accessibles aux détenus. Comme, ou encore... Le foot? Ah non. Non, ben non, voilà, tu vois. Voilà, donc peut-être le ping-pong si on agrandit les cellules, enfin quelque chose du genre. Et aussi, donc, dans cette idée de la continuité des espaces, il y a l'idée de créer des systèmes de surveillance de la prison. Donc ça, c'est aussi une thématique qui est très présente dans les travaux préparatoires. C'est l'idée que la société doit voir à l'intérieur de la prison. Elle doit regarder, elle doit contrôler, elle doit savoir ce qui s'y passe. Et donc, l'imaginaire qu'on a derrière ça, c'est exactement l'inverse d'une prison retranchée. C'est l'idée d'une prison largement ouverte sur l'extérieur. Même d'une prison dont l'espace est en continuité avec l'extérieur. Alors oui, il y a bien un petit mur d'enceinte, oui, effectivement, ils ne peuvent pas sortir, mais à part ça, voilà, les espaces sociaux, juridiques, communicationnels, etc., sont en connexion. On est dans un imaginaire qui est un imaginaire du réseau, c'est-à-dire un imaginaire où la question est moins de se déplacer que d'être en lien avec. Aujourd'hui, on vous dira, mais à quoi ça sert d'aller voir les pyramides de Gizeh, puisque tu as des très belles images sur Internet, et que si tu mets des lunettes de réalité virtuelle, tu peux même voler au-dessus, ce que tu peux assez difficilement faire sur place. Donc, il pourrait faire agent pénitentiaire. Pardon ? Il pourrait faire agent pénitentiaire. C'est vrai, pas mal. Mais pour les rondes, c'est compliqué. Mais bon, voilà. Alors, la continuité des espaces, mais aussi, puisqu'on avait dit, il y a un retranchement de la prison et il y a un cloisonnement. Mais justement, ce sur quoi mettent aussi l'accent les travaux préparatoires, c'est sur le décloisonnement interne. Il est nécessaire qu'à l'intérieur, les détenus se côtoient, communiquent ensemble, puissent être actifs, puissent se déplacer, etc. Donc on est aux antipodes, en tout cas dans les représentations, je le précise à chaque fois, mais je pense que c'est vraiment important, aux antipodes de l'idée d'un enfermement 24 heures sur 24 dans la cellule, enfin 23 heures sur 24 dans la cellule, avec une incapacité de communiquer avec les voisins, etc. Par exemple, le régime qui est appelé de ses voeux, c'est un régime de vie en communauté, où la cellule est un espace privé, quelque part. Donc à ce moment-là, la possibilité, la fermeture de la cellule est une possibilité qui relève de l'exercice du droit à la vie privée par le détenu, et non plus d'une contrainte sur lui parce qu'on lui interdit le contact social. Alors ça va assez bien se heurter à des objections, dont la première est que absolument rien dans le parc carcéral n'est pensé pour que ça fonctionne comme ça. Donc il va y avoir pas mal de modifications, et on pourrait discuter du droit à la vie privée qui est devenu un espace de vie mis à la disposition ou un machin du genre, donc pour essayer d'éviter de devoir dire que les détenus ont un droit particulier. Mais soit, il y a clairement un projet qui est un projet de décloisonnement intérieur de la prison. En prison, on fait société. Ça va notamment se marquer aussi dans l'invitation à organiser des instances de concertation avec les détenus, etc. On ne peut pas se concerter si on ne discute pas ensemble. Enfin, voilà, ce genre de choses. Et alors, un autre élément qui est vraiment important et qui, je pense aussi, est tout à fait lié aux deux premiers points, c'est que la prison, elle est conçue comme un lieu de passage. La prison classique, elle est considérée comme un lieu de relégation.
Vous entrez là et la société vous oublie et un jour on vous dit ah ben ça y est, c'est fini et on vous laisse sortir. Là, on est dans un imaginaire qui est complètement différent. La prison, c'est un endroit où se croisent des trajectoires. Chacun a une trajectoire individuelle qui vient de loin et qui continuera après. Et la prison n'est qu'un carrefour en fait, et doit être conçue comme un carrefour. C'est-à-dire c'est un endroit où on entre mais dont on sort. Et donc c'est aussi un endroit où finalement, même si on se retrouve tous au même endroit, on n'a pas les mêmes trajectoires. Et donc, on n'est pas dans un imaginaire d'uniformisation, du genre vous êtes dans tel lieu et maintenant il n'y a rien qui bouge. On est dans un imaginaire tu viens d'où, tu vas où. Et lui et elle, et comment est-ce qu'on fait, et etc. Donc vous allez voir que ça a son importance. Du point de vue du temps, on est dans un temps qui se voudrait normal. Alors le premier élément, c'est déjà de placer l'incarcération dans la perspective de l'élargissement. C'est-à-dire que ce que disent les travaux parlementaires, c'est quand la personne rentre, le point de mire, c'est la libération. Tout le parcours en détention a comme seule logique de préparer à la libération. Ce qui est quand même déjà très différent dans l'esprit que de l'idée que c'est un temps retranché. Un temps inutile, un temps qui ne sert à rien, et dont on sortira brutalement. Donc on est dans un temps utile, et il faut un projet carcéral. Ça va déboucher notamment sur le plan de détention. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous êtes en tôle que vous pouvez rester là à ne rien faire. Quand vous entrez en prison, normalement, on vous dit « mais c'est quoi ton projet ici quoi? Qu'est-ce que tu as envie de faire ?» A priori, à part ne pas être là, voilà. Mais c'est bien ça l'idée. C'est l'idée, se centrer sur les besoins du détenu, sur ceux de la victime aussi, sur ceux de la société bien entendu, et faire de ce temps un projet. Donc on n'est plus dans un temps retranché et inutile, on est dans un temps utile. En tout cas, c'est ce qu'on voudrait. Par ailleurs, on est évidemment, de ce fait-là, dans une individualisation des temporalités carcérales. Toutes les trajectoires sont indépendantes, toutes les trajectoires sont uniques. Elles doivent toutes être gérées de manière unique, et donc chaque plan de détention doit être un plan de détention sur mesure. Donc, on n'est plus du tout dans un temps métronomique où chacun fait la même chose, revit la même journée en permanence pendant tout son temps. On est dans l'idée qu'entre l'entrée et la sortie, on doit avoir changé. Et pas seulement changé parce qu'on a perdu des cheveux et des dents, mais en fait parce qu'on a mené à bien un projet. Le contexte, évidemment, c'est aussi un contexte dont il faut tenir compte, c'est que cette logique-là, elle se prolonge loin à l'extérieur. C'est-à-dire que le plan de détention, il y aura un plan de reclassement. Puis quand la personne demandera des allocations sociales, on lui dira « c'est quoi ton projet ?» D'accord ? Et si elle a des problèmes de santé ou des problèmes d'addiction, etc., on lui dira « mais comment est-ce que tu vas te prendre en charge? C'est quoi tes objectifs ?» Quand il voudra retourner sur... c'est quoi? Revenir à l'emploi, comme on dit, c'est beau. J'en pleurerais. Quand il va vouloir revenir à l'emploi, son conseiller lui dira, mais comment est-ce que tu t'actives en tant que demandeur d'emploi, etc. Donc cette logique-là, elle est une logique qui n'est pas du tout propre à la prison. C'est une logique qui déborde très largement. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Une de mes hypothèses, c'est qu'on passe de l'immobilisation pénible à la mobilité éprouvante. C'est un peu un jeu de mots qui est venu un peu par hasard parce que quelqu'un voulait... Enfin, c'était avec Bertrand Montulet, il y avait un appel à contribution, c'est souvent comme ça que ça marche les jeux de mots. Il y a un appel à contribution sur les mobilités éprouvantes. Et on se dit, comment parler de la prison, parce que c'était là-dessus, c'était de ça que je parlais, comment parler de la prison dans un truc sur les mobilités éprouvantes? Bon, c'est pas forcément facile. Et j'ai fait le pari de démontrer, je trouve que ça marche quand même pas si mal que ça, que la prison est passée quelque part de l'idée d'une immobilisation pénible, c'est-à-dire on immobilise les gens pour leur faire de la peine, pour leur faire du mal, pour les punir, à une mobilité éprouvante, c'est-à-dire on les met à l'épreuve au travers d'une exigence de mobilité. En tout cas, voilà, c'est l'idée. Alors, revenons un petit peu donc sur ce qu'on attend quelque part des détenus. Ça, si vous voulez, j'ai un autre article, mais en anglais celui-là, sur le détenu idéal, en tout cas comment le détenu idéal est vu dans les travaux préparatoires, où je défends l'idée que le détenu idéal en fait est un détenu hautement mobile. C'était aussi ça pour... je donne tous mes trucs. C'était aussi pour répondre à un appel à texte pour un dossier spécial sur les hypermobiles. Et donc j'ai proposé un texte sur les détenus.
Et c'est passé, comme quoi parfois ça marche. Et donc c'est les détenus comme individus hautement mobiles. Mais je pense que ça... Enfin, je trouve ça rigolo d'en faire une blague, mais je pense que ça marche. Alors, tout d'abord, il faut se rendre compte que dans les travaux préparatoires et dans les débats, le scandale de base de la prison, c'est pas qu'on est privé de ses droits fondamentaux. Le scandale de base, c'est pas qu'on est dans un régime qui est extrêmement exorbitant par rapport aux libertés dont nous sommes tous et toutes censés jouir. Le scandale, c'est que la prison est une institution totale, qu'elle prend les individus entièrement en charge et que de ce fait, ils sont passifs et qu'ils perdent leurs habilités sociales et leur capacité à être des individus bondissants, rebondissants, entreprenants, enfin voilà, des individus modernes et dignes, parce que quand on ne bondit pas, on n'est pas digne. L'idée derrière ça, c'est que l'incarcération est une opportunité, quelque part. Il y a quand même des endroits dans les travaux préparatoires où on en vient à dire que, quelque part, les personnes qui se retrouvent en prison sont mal socialisées et que donc, voilà, hein, on peut considérer que leur socialisation, ça ne vaut rien et que heureusement qu'elles arrivent en prison parce que c'est là qu'elles vont pouvoir reprendre contact avec la société, être bien resocialisées et sortir, voilà, dotées de capacités qu'elles n'avaient pas avant l'entrée. C'est quand même un argumentaire assez intéressant. Et dans ce cadre-là, une des mesures phares, c'est le plan de détention. Donc en gros, le plan de détention, c'est un plan individuel qui doit être discuté avec chaque détenu et qui doit, en fait, quelque part, envisager ce qu'il ou elle va faire de son temps en détention, personnellement, par exemple, est-ce que tu as des problèmes psychologiques, d'addiction, de santé physique, est-ce que tu as besoin de te former, par exemple, tu veux apprendre à écrire, tu veux devenir, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a comme formation en prison? Voilà. Est-ce que tu veux ne rien devenir? Voilà. On a une formation pour ça, ça tombe bien, enfin, ce genre de trucs. Mais aussi, évidemment, est-ce que tu as perdu le contact avec tes proches et avec ta famille? Est-ce que tu veux tenter de reprendre contact? Et effectivement, on a des gens qui arrivent en prison qui sont extrêmement désocialisés, donc on peut comprendre qu'ils aient des besoins de ce point de vue-là. Bon, la question, c'est de savoir si c'est en prison qu'on peut les régler, mais en tout cas, voilà. Et alors aussi, il y a des questions par rapport aux victimes. Donc, tu as été condamné à des dommages et intérêts, tu as une victime, est-ce que tu veux, par exemple, faire une démarche vis-à-vis de ta ou tes victimes via une ASBL comme médiante, par exemple, enfin, des choses comme ça. C'est ça le plan de détention. C'est évidemment l'idée, là aussi, d'un temps utile et d'une incarcération comme opportunité. Alors, ça va au-delà. Quand les membres de la commission se posent la question du sens de la peine, la réponse, elle est assez amusante, puisqu'il n'y a pas de sens à la peine. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que la commission abandonne l'idée que la peine a des objectifs. Elle dit le seul objectif de l'incarcération, c'est l'exécution d'une condamnation. Mais par contre, à l'occasion, tiens, pendant que tu es là, ah ben ça tombe bien, tiens. À l'occasion de l'exécution de cette peine, alors on peut poursuivre des objectifs. Ce qui permet de se débarrasser de l'objection qui est de dire c'est quand même une drôle de manière de poursuivre cet objectif de resocialisation que de te désocialiser. On peut dire, ben non, cette désocialisation, elle ne nous regarde pas, nous on ne fait qu'exécuter une condamnation. Par contre, maintenant qu'il est là, si on faisait quelque chose. Donc vous voyez, cette idée d'opportunité est vraiment intéressante. C'est l'idée que quelque part, il n'y a pas de plan en fait. Il n'y a pas d'objectif. Donc il n'y a pas de sens à la peine. Parce que le sens de la peine, c'est le détenu qui doit le trouver. Puisque c'est sa peine, c'est le sens de sa peine. Et évidemment, puisque chacun a un parcours individuel absolument singulier, comment trouver un sens commun? Il n'y a pas de sens commun, puisque nous ne partageons rien. C'est quelque part ça. Hein. C'est-à-dire, cette idée des trajectoires, c'est l'idée que nous ne partageons rien. Si ce n'est à un moment donné, un carrefour. Ah tiens, t'es là, bonjour, tu repars par là. Oui, ben moi je vais par là. C'est un peu ça l'idée. Et donc, ça veut dire que derrière ça, il n'y a pas de sens. Le législateur ne dit pas « voilà le sens de la peine, je vous le donne, c'est ça ». Et maintenant, je suis responsable de la réalisation de ce sens, je suis responsable de la direction que prend la peine. Là, ce sens est renvoyé au détenu, auquel on dit bah, « est-ce que c'est ma peine ?» Non, hein, c'est la tienne. Ben, voilà alors, c'est quoi le sens de ta peine? Alors vous avez, au-delà de ça, l'idée aussi d'un... Ça, c'est dit explicitement aussi, c'est assez intéressant. Ils disent, bon, quand on pensait à
à l'amendement du détenu ou à sa réhabilitation, on était beaucoup trop ambitieux. Ça n'a pas marché. Donc on ne va pas faire ça. On va faire un truc beaucoup plus modeste. On va essayer que les gens se retapent un petit peu. Et on va introduire de la réparation dans la peine pour qu'ils puissent un petit peu arranger les bidons. Et en gros, il n'y a pas énormément d'ambition. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans le rêve prométhéen d'une peine qui transformerait l'individu. Je sors, je suis un homme neuf, je suis un homme neuf, que ça soit positif ou négatif, hein, mais je veux dire, c'est ce que décrit Foucault quand il parle de la discipline. C'est transformer profondément l'individu dans ses moindres réflexes pour qu'il devienne un individu fonctionnel. C'est pas hyper épanouissant, mais l'ambition, là, c'est vraiment de dresser les gens, de les discipliner. Ici, on n'est plus là-dedans. L'idée, c'est d'infléchir la trajectoire. Et puis de le transmettre à d'autres institutions qui continueront ces inflexions de trajectoire ou qui continueront un monitoring de la trajectoire à très très long terme. On parlait de l'aide sociale, on peut parler des soins psychologiques, on peut parler de la remise à l'emploi, enfin de tous ces éléments-là qui peuvent tous être vus comme des systèmes de gestion de trajectoire. Dans ce cadre-là, l'aide en prison, ça n'est plus dire « Tiens, toi tu manques de ça, je le vois bien, je vais te prendre en charge ». On se rend compte qu'avant, qu'est-ce qu'on disait à un détenu ? Enfin, qu'est-ce qu'on disait ? On ne lui disait pas comme ça, mais enfin, en gros, le détenu, c'était quoi ? C'était le gars qui était incapable de se gérer. Heureusement, on avait des spécialistes qui pouvaient nous dire quel était son problème à ce détenu. Donc on pouvait avoir des médecins, des psychiatres, des unités d'anthropométrie, que sais-je, qui pouvaient dire « Voilà un criminel né ». Voilà quelqu'un qui a besoin d'une psychothérapie, voilà quelqu'un qui a besoin de sortir de la drogue, etc. On sort de ce paradigme-là pour dire, on va faire une offre de service. On doit mettre à disposition des possibilités, et alors c'est les individus qui, dans leur plan de détention, vont dire, ah, je vois que vous proposez une formation en, je vois que vous proposez une thérapie de, et un groupe de parole, machin, etc., qui vont faire le marché. Donc on est vraiment dans un imaginaire où le centre de gravité, c'est vraiment l'individu. Alors, je vous laisse réfléchir à l'hypothèse selon laquelle les personnes qui entrent en prison, dans l'état où elles entrent en prison et dans les conditions où elles entrent en prison, sont susceptibles de prendre le menu et de dire « Tiens, qu'est-ce qu'il y a au room service, en fait, ici ?» Voilà, ça c'est... Voilà. Donc, on est bien ici dans un discours, mais vous verrez qu'il y a un vrai poids. Et par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que la responsabilisation, donc ce qu'il y a derrière ça, c'est une ambiance de responsabilisation, mais elle s'adresse aussi au personnel. Elle s'adresse aussi à l'ensemble des acteurs de la prison. Donc, il ne faut pas non plus voir dans ce système un système qui ne s'adresserait qu'aux détenus. C'est toute la vision des interactions qu'il y a en prison. Quelque part, la sécurité, elle dépend autant des détenus que du personnel. Et la prison, quelque part, la manière dont elle apparaît au travers de ça, c'est comme une co-construction participative de l'ensemble des acteurs de la prison. Dit comme ça a l'air vraiment sympa. Donc la prison est un projet collectif. Il y a un rejet, je l'ai dit, de l'institution totale au bénéfice d'un idéal, d'un individu qui est autonome et flexible. Et la participation là-dedans est très importante. Par exemple, il est clairement dit qu'il faut qu'il y ait dans les prisons des structures de concertation avec les détenus. Mais par ailleurs, la concertation doit avoir lieu aussi avec le personnel. Et c'est bien ça, cette idée de co-construction. Donc le plan de détention débouche sur un projet collectif et une peine sur mesure. La réparation, qu'est-ce qu'elle exige ? Elle exige notamment des initiatives de la part des détenus et quelque part la mise en place d'un projet participatif. Parce que la réparation, ça se fait avec la victime, pas contre elle et pas malgré soi. C'est pas la même chose qu'une saisie sur salaire, une réparation en prison. Une réparation en prison, c'est a priori organiser les choses de telle sorte que, et cette réparation, elle ne concerne pas que l'argent, elle concerne aussi la possibilité d'une réparation du mal causé à la victime par l'infraction, au-delà des questions financières. Et donc on a vraiment une prison qui est pensée dans une sorte de stratégie du changement qui imbibe l'ensemble du projet. Et ça, c'est ce que j'appellerais une prison mobilitaire. Alors, pourquoi j'utilise mobilitaire ? C'est un des concepts du bouquin, vous l'aurez deviné. Alors, tout d'abord, il faut savoir que la prison, elle a une très longue histoire de réforme. En gros,
toute une série d'auteurs considèrent que depuis que la prison est créée, elle est en réforme. Et qu'en fait, ça n'est pas un problème, c'est un mode de fonctionnement. Ce n'est pas un problème, c'est une solution. En fait, la prison, depuis qu'elle est née, est l'objet de critiques, voire de critiques très, très fortes, et ces dysfonctionnements sont quand même assez évidents depuis plus de 200 ans. Alors comment est-ce qu'une institution survit dans ce contexte-là? Il y a deux possibilités finalement. Soit la force brute, ce qui est quand même assez difficilement praticable, soit il faut se trouver une légitimation. Et ici, l'idée, je trouve que c'est une idée assez intéressante, c'est l'idée que la prison est en fait dans une fuite en avant constante. Elle est tout le temps en réforme, parce qu'elle est tout le temps inacceptable, mais demain, ça va aller. Après la prochaine réforme, oui, c'est vrai qu'on n'y a pas réussi, mais... Et regardez, on a un projet de prison idéale. Ah oui, mais regardez, on a une note sur, et etc. Et cette fuite en avant-là est quelque chose qui se perpétue depuis 2 siècles et qui n'est pas un problème, en fait, qui est une solution. Et ça, c'est vraiment une idée intéressante parce que ça peut nous permettre, en tout cas, d'essayer de replacer la loi de principe ici dans ce contexte-là. De se rendre compte que cette loi de principe, elle nous parle d'une prison qui n'est pas celle d'hier, mais dont on peut fortement douter qu'elle soit celle de demain. Et aussi, c'est un projet qui semble, quand même par beaucoup d'aspects, assez peu réaliste quand on sait ce qu'on sait des bâtiments, de la formation du personnel, des traitements des personnes en prison d'une manière générale, des ressources aussi en personnel. Par exemple, pour faire un plan de détention à 13 000 détenus, ça prend du temps. C'est des milliers de journées de travail d'un personnel qui n'existe pas, etc. Quand on voit ça, on peut... en tout cas, moi je fais l'hypothèse qu'il faut comprendre cette loi avant tout dans l'ordre du discours, beaucoup plus que dans l'ordre des pratiques. Je n'ai pas dit que ça n'aura pas d'effet sur les pratiques. Il en faudra bien, parce qu'on ne peut pas non plus changer une loi et dire mais on continue de faire exactement comme avant. Il va y avoir des impacts. Mais la centralité ici, pour moi, c'est la question de la légitimation. Comment est-ce qu'on peut encore, en 2025, prétendre que la prison est légitime? Qu'elle est une institution qu'on peut non seulement entretenir, mais qu'on peut continuer de développer, parce que c'est ça qu'on fait. Je veux dire, il ne s'agit pas de dire, bon, on va s'accommoder d'un truc, elles sont là, il y a des gens qu'on ne sait pas où mettre, on va continuer d'en mettre, mais le moins possible. On peut faire ça, hein, je veux dire, il y a des systèmes qui sont un peu des sortes de cul-de-sac dans lesquels on essaye d'oublier des problèmes qu'on ne sait pas très bien placer où, mais ici, on est dans des stratégies d'expansion pénitentiaire. Je veux dire, il ne faut pas non plus se leurrer. Tout le monde sait très bien que construire des prisons ne règle pas le problème de la surpopulation. Donc on est bien depuis au moins 20 ans, 25 ans dans des stratégies d'expansion de la population carcérale. Il n'y a pas d'autre... Ou alors on se voile la face, hein, mais je veux dire, dans un cas comme dans l'autre, on est vraiment là-dedans. Et donc, on est face à quoi ici, en fait? On est face à une prison qui nous est présentée comme ouverte dans une sorte de valorisation réticulaire de la prison. Pourquoi? À mon sens, parce qu'on est dans une société qui comprend de moins en moins les frontières. Alors, il y a des gens qui sont en train de les restaurer, donc peut-être qu'on pourra voir revenir le projet carcéral du 19e siècle, parce qu'il sera revenu à la mode, c'est possible. Mais en tout cas, dans la façon de voir les choses qui date d'avant le retour du fascisme, on peut considérer que les frontières sont devenues problématiques plus que des solutions. C'est-à-dire que si vous regardez les logiques de libre circulation des biens, des personnes, des capitaux, si vous regardez les logiques aussi de contestation de toute une série de barrières, que ce soit dans les organigrammes des entreprises, dans les fonctions au travail, mais que ce soit aussi les questions de genre, les questions de génération, etc., il y a quand même comment dire, de manière assez globale, une difficulté à continuer de penser que le monde peut s'organiser au travers d'un système de frontières. Et par contre, il y a une figure qui a monté en puissance et qui est la figure miraculeuse d'aujourd'hui, qui est la question du réseau. Si tu as du réseau, en fait, tu es sauvé, quoi. Le réseau, c'est bon pour tout, la 5G est miraculeuse, Starlink, c'est vraiment le futur, enfin, tout ça.
C'est quoi en fait? On est dans un imaginaire, alors c'est de nouveau des imaginaires et des discours, mais on est dans un imaginaire qui est celui de la connexion. Dans ce cadre-là, comment vous légitimez qu'il y a des gens à qui vous dites toi, toi, toi et toi, il n'y aura pas de connexion. On vous fout à part, et on vous met derrière une frontière. Il y a encore moyen de le faire, mais pas à n'importe quelle condition. Et une des manières de le faire, c'est de dire que c'est temporaire, qu'en fait c'est pour restaurer la communication, qu'en fait finalement la prison elle est ouverte, qu'elle est un lieu de passage, et que quand on rentre on pense déjà à la sortie, et que quand on est à l'intérieur on garde son contact avec l'extérieur, donc c'est pas si grave que ça. C'est ça en fait la normalisation qui nous est promise ici. Et donc on est dans cet imaginaire d'une prison ouverte. Alors on sait ce que c'est, hein, de l'ouverture des prisons, donc je n'ai pas d'illusion à ce sujet-là, hein, on est bien d'accord que je parle d'un discours. Mais alors on est aussi dans une prison mobilitaire, c'est-à-dire qui valorise le mouvement, en valorisant à la fois l'activité, c'est-à-dire il y a un impératif qui consiste à dire notamment aux détenus, c'est pas parce que tu es ici qu'il faut te tourner les pouces. Le temps en prison est un temps qui doit être un temps d'activité, un temps de changement, un temps dans lequel tu fais quelque chose. Il ne faut pas imaginer que tu vas rester là à rien foutre. En tout cas, le bon détenu n'est pas celui-là. D'accord ? Celui qui va pouvoir sortir plus tôt, celui qui va pouvoir avoir des congés pénitentiaires, celui qui va pouvoir avoir un bon dossier pour sa libération conditionnelle, c'est celui qui a montré qu'il était actif. Mais aussi qui a montré qu'il était capable d'activation, c'est-à-dire il a pris des initiatives. Il ne suffit pas que vous fassiez ce qu'on vous demande, c'est-à-dire ce qu'on vous demande, c'est pas de casser des cailloux dans la cour des prisons en disant je le tuerai, quand je retrouverai Lucky Luke, je le tuerai. C'est pas ça l'imaginaire. L'imaginaire, c'est de dire, c'est quoi ton projet à toi? Qu'est-ce que tu veux faire? Quelles initiatives veux-tu prendre? Donc on est au-delà de l'idée que c'est un temps gagné, c'est aussi l'idée d'un temps approprié par le détenu, dont il fait lui quelque chose. Et cette thématique de l'activation, elle est présente partout. Elle est présente dans l'activation des chômeurs, elle est présente quand on dit le malade doit participer à sa guérison. Tous ces appels à la participation, quand c'est participatif, sachez que c'est super. Si vous voulez monter un projet, vous appelez n'importe quoi participatif, donc c'est l'éducation participative, la justice participative, la participation participative, enfin tout ce que vous voudrez, quoi. Donc vous voulez vous voulez avoir un petit espace pour cultiver de la terre, vous en faites un jardin participatif. Voilà, arrêtez, quoi. C'est pas un jardin, c'est un jardin participatif, et là tout de suite c'est bien. Et c'est comme ça pour tout. Et donc ici c'est comme ça pour la prison. Et donc cette idée de participation, c'est vraiment l'idée d'une co-construction. Ça veut dire qu'on a complètement, dans cet imaginaire-là, rompu avec l'idée que chaque détenu va gérer sa conscience tout seul. Mais vraiment dans l'idée que le détenu co-construit sa propre détention avec les partenaires de détention. Les partenaires de détention, l'assistant social, le psychologue, le médecin, les accompagnateurs de détention. La direction, les services extérieurs qui viennent, qui rentrent, qui sortent, les visiteurs, les aumôniers, etc. On est donc dans une idée où chacun se mobilise pour créer sa propre détention. C'est en gros la détention dont vous êtes le héros. Et évidemment, derrière ça, pour couronner le tout, forcément, si on est dans cette situation-là, on est dans une situation d'adaptation, c'est-à-dire que à la fois le détenu va devoir s'adapter, c'est-à-dire à s'adapter aux demandes qui lui sont faites, aux offres disponibles, à la réactivité ou non de sa victime, etc., mais aussi l'administration pénitentiaire est censée adapter la détention à chacun des parcours, à chacune des trajectoires spécifiques des individus qu'elle a sous son contrôle. D'ailleurs, on voit bien dans les travaux préparatoires que quand il est question de garantir la continuité des formations ou ce genre de choses-là, là, ça coince un peu. Parce que si tu ne peux plus transférer un détenu parce qu'il suit une formation en anglais, mais que cette formation en anglais n'existe pas ou est complète dans la prison de destination, alors là, ça devient embêtant. Et donc, bon, ça... Voilà. Alors, voilà, ce que moi j'ai essayé de faire, c'est de partager avec vous la compréhension que j'ai de la façon dont aujourd'hui on construit un discours pour nous dire que la prison reste légitime. Évidemment, ce discours, il pose plein de questions. D'abord, la première question, c'est quel est son rapport avec la réalité? Quel impact ces objectifs-là vont-ils avoir sur la réalité de la prison? Ça, c'est déjà une grosse question. Par ailleurs, il y a une autre remarque, c'est que ce discours-là, c'est celui auquel nous sommes tous soumis. Pas parce que nous sommes tous prisonniers ou prisonnières, mais tout simplement parce que les impératifs d'activité, activation, participation, adaptation, c'est des impératifs qu'on nous adresse tous les jours.
dans votre boulot, en tant qu'étudiant, en tant que malade, etc. Ces impératifs-là, vous les croisez en permanence. C'est assez logique qu'on les retrouve en prison. Et donc, quelque part, ça plaide pour la normalisation. Mais maintenant, on peut quand même se poser quelques petites questions embêtantes, comme est-ce qu'on est en train d'aller vers une vie normale en prison, ou est-ce que le mouvement de normalisation va plutôt vers une normalisation, c'est-à-dire de faire de la vie carcérale une norme? Ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où la prison, c'est finalement un lieu de vie où il y a quand même plus tant de cancrelats que ça, mais où il y a des caméras partout, et où vous pouvez quand même sortir ou circuler moyennant des badges, etc. Est-ce que ça ressemble pas quand même à des expériences que nous avons un peu tous les jours? Et à partir du moment où on considère que finalement sortir avec un bracelet électronique, c'est déjà la liberté, youpi, tout va bien, il n'y a pas à se justifier de ça, et puis que de toute façon le suivi de la maison de justice pour votre libération conditionnelle, ça ressemble quand même au suivi qu'avant d'entrer en prison vous aviez de la part de votre conseiller emploi. On est dans quoi en fait? Qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est la première question. C'est quoi la normalisation qui est à l'œuvre? Est-ce qu'on est en train de faire rentrer les logiques de la société libre en prison? Ou est-ce qu'on est dans un mouvement d'uniformisation où l'un déteint sur l'autre et où à un moment donné il va commencer à être difficile de savoir si on est à l'intérieur ou à l'extérieur du carcéral? Voilà, ça c'est quand même à mon sens une question donc, qui est la question de est-ce que la prison est désenclavée ou est-ce qu'elle s'étend à l'extérieur? Le carcéral, pour moi, a largement débordé la prison et il a pour conséquence que le nombre de personnes qui sont, comme on dit en France, sous main de justice est extrêmement élevé, beaucoup plus élevé. Il faut quand même se rappeler qu'au milieu des années 90, on a 8500 détenus en Belgique. On est à 13 000 aujourd'hui. Et il ne faut pas oublier que la délinquance a baissé. En tout cas, tous les indicateurs qui nous permettent d'approcher l'idée d'un taux de délinquance indiquent que les chiffres sont à la baisse. Donc, qu'est-ce qui se passe là? Et alors, il y a encore un autre truc, c'est comment, si on découple le carcéral de la prison, alors tout le monde regarde la prison en disant « Regardez, c'est affreux, c'est affreux, c'est affreux la prison ». Et si vous regardez comment on parle autour de tout le reste, de tout le carcéral, on vous en parle toujours en disant « C'est quand même mieux que la prison, non? La surveillance électronique, c'est cool, tu pourrais être en prison. » Oui, vu sous cet angle-là, c'est cool. Mais vu sous l'angle, la surveillance électronique n'a pas d'effet alternatif. Elle est donc une alternative à la liberté. C'est tout de suite moins sexy. Et donc, la question, c'est quoi ce carcéral? Il s'arrête où? Comment est-ce qu'on le pense et comment est-ce qu'on le définit? Alors, bon, moi j'essaye dans mes travaux de définir les contours de quelque chose qui relèverait de l'emprise sur les mobilités, qu'il s'agisse à la fois d'empêcher les mobilités ou de les obliger, parce que pour moi on est dans les mêmes, il faut penser les deux registres à la fois. Le détenu qui entre en prison n'a pas forcément envie de se mettre en mouvement pour se repenser, se réinventer, s'inventer une nouvelle vie. Ça, c'est de la mobilité forcée. Et donc, on est beaucoup plus dans des pertes de contrôle de la mobilité, ou en tout cas dans des soumissions à des logiques de mobilité externe, que dans de strictes approches de privation de liberté. Pour moi, la peine privative de liberté, c'est plus une manière correcte de désigner ce qui est en train de se passer. Mais la fascination pour la prison nous rend aveugles. C'est un peu comme quand on essaye de... Si vous essayez d'observer Mercure, c'est la dernière planète dont on a eu des... Excusez-moi de faire un aparté. Dernière planète dont on a eu des photos très nettes. Parce qu'en fait, c'est extrêmement difficile de photographier Mercure parce qu'elle est en permanence dans la lumière du Soleil et on ne la voit pas. Pourtant, elle existe. Et on ne vit pas bien sur Mercure. Il paraît qu'il fait très très chaud. C'est pas très très agréable. Et donc, les gens en surveillance électronique, on ne les voit pas. Parce qu'on est tous hypnotisés par l'objet prison. Et ça, c'est sans doute un des intérêts du maintien de la prison. C'est de maintenir cette sorte de figure terrorisante dans une position très ambiguë par rapport à l'extérieur. D'abord, comme objet tellement aveuglant qu'il nous empêche de voir le contexte, mais aussi comme objet de justification du contexte. Parce que quand ceux du contexte se plaignent, on leur dit « Qu'est-ce qu'il y a? Tu préfères retourner dedans ?» À quoi on répond la plupart du temps, pas tous, mais la plupart du temps, on répond « Bah non, quand même pas ». Et donc, là, on est dans un truc qui est assez compliqué. Et la question là-dedans aussi, c'est comment est-ce qu'on critique la prison ou comment est-ce qu'on critique le carcéral si on n'arrive plus à le définir? Et ça, c'est un élément important. Parce qu'une des coordonnées essentielles d'une lutte politique, c'est la définition de l'ennemi. C'est la définition de ce contre quoi on lutte. Et là, quelque part, il y a un désamorçage
de toute une série de possibilités de critiques au travers de ça. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Je suis à votre disposition pour discuter.